Oui, bonjour. Effectivement, donc je suis pédiatre. Je suis très impressionnée de voir le nombre de personnes qu'il y a dans cette salle parce que la pédiatrie est un milieu très confidentiel. Donc on n'a pas l'habitude d'avoir autant de monde dans les auditoires et auprès de patients aussi investis. Donc je suis très contente d'être là. Alors comme l'a dit Régis, je suis pédiatre dans l'unité de greffe à Marseille, comme vous avez deviné avec mon accent, j'imagine. Et donc, on travaille bien en réseau. Hein, c'est un réseau qui marche très très bien, le réseau aplasie médulaire. On s'apprécie beaucoup, comme vous le voyez. On n'hésite pas à se parler entre pédiatres, entre adultes, différents centres, etc. Donc voilà. Et heureusement, parce que la pédiatrie... Alors, c'est pas mes diapos, je ne sais pas. Ça doit être après. Ah non, c'est peut-être pas... La pédiatrie, les pédiatres ont été quand même, je peux le dire quand même, peut-être les premiers à travailler en réseau entre eux assez vite, parce que s'agissant de maladies très très rares, à l'échelle d'un centre, on ne peut pas faire grand-chose. Et donc là, c'est pareil, si vous voulez, quand Régis m'a demandé si je voulais venir parler de l'HPN pédiatrique, je me suis dit... HPN pédiatrique, ce sont des maladies extrêmement rares. Alors, ce sont déjà des maladies rares chez l'adulte, ce sont des maladies encore plus rares en pédiatrie. Et comme il l'a dit en rigolant, quand on a 2 patients, on en a forcément 2 fois plus que celui d'à côté, parce que c'est vraiment des maladies très, tout à fait exceptionnelles. Et à l'échelle d'un centre, ça représente 1 à 2 patients, d'un centre pédiatrique, je parle bien. Donc, ça représente 1 à 2 patients. Donc effectivement, il y a au total, quand on regarde la littérature et qu'on essaie de voir le nombre de patients décrits dans la littérature ayant une hémoglobinurie paroxystique nocturne pédiatrique, on en trouve à peu près 200 cas recensés dans toute la bibliographie, avec des petites séries et beaucoup de cas rapportés. Donc une des premières petites séries qui a été rapportée, elle a été en 1991, dans le New England Journal of Medicine. C'était une série de 26 patients sur 25 ans dans un centre américain. Donc vous voyez que ça fait vraiment des toutes petites incidences de patients pédiatriques. L'idée, c'était de voir s'il y avait des différences d'expression clinique de ces patients pédiatriques en comparaison aux patients adultes. Et donc ce qu'on voit, pour répondre peut-être par rapport aux questions que vous avez posées tout à l'heure, ce qu'on voit, c'est qu'en pédiatrie, la plupart du temps, la maladie est révélée par une aplasie médulaire. Dans 70% des cas, les patients ont une aplasie médulaire. On n'a pas l'habitude, nous les pédiatres, de voir l'HPN classique, la forme telle qu'elle a été décrite avec des hémolyses et des thromboses. Nous, ce qu'on voit en priorité, c'est en général des aplasies médulaires avec un clone HPN. Et des formes hémolytiques. Les thromboses existent, elles sont parfois graves, mais elles sont beaucoup moins fréquentes et moins sévères que chez l'adulte. Donc ça, c'était la première petite série pédiatrique de 26 patients. Ensuite, il y a un registre international de l'HPN, et au sein de ce registre, donc, il y a des enfants. Et donc, ça a permis de faire un petit peu des comparaisons adulte-enfant. Et donc, dans ce registre, il y avait une comparaison adulte-enfant. Il y a 99 enfants pour 2268 adultes. La médiane des enfants est de 14 ans. Et le plus petit qui a été inscrit, inscrit dans le registre avait 1 an. Et donc, si on compare la population pédiatrique à la population adulte, pour essayer de faire des choses que vous compreniez, tout à l'heure, Aude a parlé du clone HPN. Donc le clone HPN, vous voyez que ça, c'est la population pédiatrique, et ça, c'est la population adulte, et ça, c'est la grandeur du clone. Et on voit que les clones supérieurs à 50% et les petits clones. Et on voit qu'il y a beaucoup plus de patients pédiatriques qui ont des petits clones. Donc, ils ont des clones HPN qui sont beaucoup moins importants que ceux de l'adulte, puisque 57% ont des clones inférieurs à 10%, alors que presque 40% des adultes ont des clones supérieurs à 50%. Et à l'inverse, ce que je vous disais, c'est qu'on a beaucoup plus de cytopénie, donc d'aplasie. La cytopénie, c'est le manque de globules blancs, globules rouges et des plaquettes. On a beaucoup plus de cytopénie grave. Donc ça, c'est la population pédiatrique. Et ça, c'est les cytopénies sévères, ce qu'on appelle les cytopénies sévères, c'est-à-dire les patients qui ont moins de 500 polynucléaires neutrophiles et moins de 20 000 plaquettes. Et donc vous voyez qu'un tiers des patients pédiatriques, au moment où ils sont inscrits dans le registre, avaient une cytopénie dite sévère contre 13% des patients adultes. Donc l'expression clinique au diagnostic de ces patients, c'est les cytopénies. D'un point de vue hémolytique, on parlait de l'hémolyse tout à l'heure, il n'y a pas de différence en termes de survenue
de statut hémolytique, mais les hémolyses sont en général plus fréquentes, plus graves chez les patients adultes. Mais le statut hémolytique n'est pas de manière significative différente chez l'adulte et chez l'enfant. Les LDH, par contre, qui sont un signe indirect d'hémolyse, sont plus élevés chez l'adulte qu'ils ne le sont chez l'enfant. Donc des hémolyses probablement plus sévères. Si on regarde, alors quelque chose d'assez intéressant, tous ces patients ont été enregistrés tous ces patients sont enregistrés dans un registre. Et si on regarde l'apparition des signes cliniques avant l'enregistrement, on voit que les patients pédiatriques ont été enregistrés plus précocement que les adultes, puisque c'est 0,7 ans entre le début des premiers symptômes et l'enregistrement dans le registre HPN en pédiatrie, alors que c'est 2,1 ans chez l'adulte. Et si on regarde ce qui s'est passé avant l'enregistrement, dans la population pédiatrique ou dans la population adulte, on voit que de manière significative, les patients, les enfants, ont reçu des traitements immunosuppresseurs comme la cyclosporine ou le sérum antilymphocytaire, qui sont des médicaments qu'on utilise pour traiter l'aplasie médulaire. Et donc ça va avec ce que je vous ai dit précédemment. Il y a plus de formes cytopéniques chez l'enfant que chez l'adulte, même si avant leur inscription sur le registre, ils n'ont pas été de manière significativement plus souvent transfusés par des globules rouges. Et vous voyez que ils ont reçu, pour un certain nombre d'entre eux, des traitements anticoagulants au même titre que les patients adultes. Et si on regarde dans l'année qui suit le registre, on voit de manière aussi significative qu'ils ont été traités plus fréquemment par des traitements immunosuppresseurs pour les aplasies médulaires et qu'ils ont été plus transfusés que ne le sont les adultes. Alors, un petit peu plus en détail, donc dans ce registre où il y a quand même beaucoup de patients, alors après, ça a les défauts des registres, avec des informations qui sont parfois pas toujours faciles à obtenir, mais ça donne quand même des informations. Et pour avoir des cohortes de patients, c'est la plus grosse cohorte pédiatrique jamais publiée, il y a 99 patients. Et donc, au sein de cette population d'adultes de 2268, vous voyez que l'âge d'enregistrement dans le registre pour les enfants est en moyenne de 14 ans, avec un plus petit qui avait 1 an. Chez l'adulte, 45 ans. Autant de filles que de garçons. Le ratio filles-garçons est le même. Vous voyez que de manière très significative, il y a plus d'enfants qui ont été enregistrés pour des problèmes d'aplasie ou d'hypoplasie, mais à l'inverse, les adultes ont plus fréquemment des myélodysplasies au moment où ils sont enregistrés. C'est des choses qui sont relativement rares en pédiatrie et plus fréquentes chez les patients adultes. En termes de thrombose, il y a des thromboses chez l'enfant, il y a des thromboses chez l'adulte, plus fréquemment chez l'adulte que chez l'enfant, mais surtout, elles sont plus graves chez l'adulte, puisque dans 14,4% des cas chez l'adulte, les thromboses sont considérées comme graves. Et ce qui est considéré comme accident vasculaire grave dans cette publication, c'était les accidents thrombotiques à type d'embolie pulmonaire, infarctus du myocarde, amputation, accident vasculaire cérébral, angine de poitrine ou gangrène. Donc tout ça est considéré évidemment comme des accidents vasculaires graves. Et vous voyez qu'en pédiatrie, ça existe néanmoins. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de thrombose chez l'enfant. C'est parfois même un mode révélateur qui se finit mal, mais c'est beaucoup plus fréquent chez l'adulte. Pour les autres signes cliniques dont a parlé Aude, c'est similaire. Insuffisance rénale qui sont des choses rares, hypertension pulmonaire qui sont des choses rares. Le reste, on en a déjà parlé, les LDH, l'hémoglobine, toutes ces choses-là, on en a parlé. Ça, c'est au moment de l'inscription sur le registre. Après, il y a un papier qui a essayé de voir un petit peu quelle était l'évolution, comment ces patients sont diagnostiqués et comment ils évoluent. Donc ça, c'est 12 patients. Donc vous voyez, c'est des petites séries, mais c'est des grosses séries dans la littérature parce que c'est vraiment une maladie extrêmement rare. Donc, chez 12 patients, ce qui est notable, c'est que vous voyez que les petits points, là, les petits astérix, là, c'est tous les enfants révélés par une aplasie médulaire. Et vous voyez, vous avez 12 patients, et il y en a 10, pas forcément révélés, pardon, mais il y en a 10 qui avaient une aplasie médulaire. Donc ça, c'est le premier point, et c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est très spécifique à la pédiatrie. La deuxième chose, c'est que le clone HPN le diagnostic de maladie hémoglobinurie paroxytique nocturne a été fait parfois a posteriori. Et vous voyez que pour 5 enfants, le petit carré blanc, c'est la date du diagnostic. Vous voyez que par exemple, pour cet enfant-là, il avait une aplasie médulaire et il a évolué secondairement vers une HPN clinique. Et donc, c'est le cas pour 5 patients qui avaient une insuffisance médulaire et pour lequel l'aplasie médulaire a été diagnostiquée secondairement. Et ça répond peut-être à une des questions que vous vous posiez tout à l'heure, et c'est le cas aussi en pédiatrie. Troisième chose, les thromboses sont possibles, elles existent. Vous voyez que les thromboses, c'est le petit carré noir. Et vous voyez qu'il y a des patients qui ont fait... Il y a 5 patients sur 12 qui ont présenté une thrombose, ce qui est
Dans cette série assez élevée, parce que dans les autres séries pédiatriques, la survenue de thrombose est plutôt moindre, elle est plutôt aux alentours de 20-30%. Dans cette série, ça fait beaucoup, hein, ça fait presque 50% des patients qui ont présenté des thromboses. Et vous voyez qu'il y en a un qui est décédé au diagnostic de sa thrombose. C'est des choses qui, malheureusement, peuvent aussi arriver. Et évidemment, puisque ces patients ont développé, enfin évidemment, je ne sais pas s'il faut dire évidemment, mais pour un certain nombre de ces patients qui ont développé une HPN clinique, ils ont reçu aussi de l'éculizumab. Et donc, il y a une étude, il y a une étude pédiatrique, ce qu'on appelle prospective, c'est-à-dire qui s'est faite au fil du temps, où les patients ont été inclus pour recevoir de l'éculizumab selon les mêmes modalités que l'adulte, avec des posologies extrapolées des posologies de l'adulte, et avec les mêmes recommandations que celles de l'adulte, à savoir recevoir des vaccinations, une antibioprophylaxie, etc. Et le but de cette étude était de voir quelle était la tolérance et l'efficacité, et aussi ce qu'on appelle la pharmacocinétique, c'est-à-dire la manière du produit de se comporter chez le patient, chez l'enfant, parce qu'on sait que l'enfant a probablement une pharmacocinétique un peu différente de celle de l'adulte. Les organes ne sont pas tout à fait toujours matures en pédiatrie, et donc la pharmacocinétique peut être différente. En l'occurrence, il s'agissait d'enfants relativement grands, puisqu'ils avaient plus de 11 ans, et donc ils s'apparentaient plus à des adultes. À 11 ans, on n'est pas un adulte, mais enfin, on a un organisme qui n'est plus vraiment en maturation. Et donc, dans cette étude-là, effectivement, l'efficacité et les effets secondaires de l'éculizumab étaient totalement similaires à celles que l'on voit chez le patient adulte. Et dernier point, et ça répond peut-être à une des questions qu'a posée je ne sais plus qui dans la salle tout à l'heure. Effectivement, alors ça c'est une publication japonaise. Alors il faut faire attention parce que l'incidence et l'épidémiologie est peut-être pas tout à fait la même dans les pays asiatiques, mais néanmoins c'est intéressant de voir que vous voyez, si on prend les patients qui ont une aplasie médulaire, on regarde parmi les patients pédiatriques qui ont une aplasie médulaire, quels sont ceux qui ont évolué vers une HPN vraie, une HPN clinique. Et on voit qu'au fil du temps, ça c'est les années 0, 5 ans, 10 ans, 15 ans, on voit qu'au fil du temps, il y a environ 10% de l'ensemble des enfants qui ont été traités pour une aplasie médulaire et qui ont évolué vers une hémoglobinurie paroxytique nocturne clinique. Et si on regarde au sein de tous ces patients, quels sont ceux qui ont évolué vers une hémoglobinurie paroxytique nocturne, on voit que ce sont ceux qui, au diagnostic de leur aplasie, avaient un clone, même mineur. Vous l'avez vu dans la première diapo que je vous ai présentée, la plupart des enfants ont des clones, des petits clones, hein, des clones inférieurs à 10%, ce qui n'est pas du tout les habitudes adultes. Même parmi ceux qui vont évoluer vers une HPN, ce sont ceux qui avaient des tout petits clones d'hémoglobinurie paroxytique au diagnostic. Et donc, ça veut dire simplement que c'est très important de les suivre, c'est ce que disait Régis tout à l'heure. Donc c'est important de suivre ces patients, de suivre le clone HPN et de suivre l'évolution de ces patients. Donc pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire de l'HPN en pédiatrie? D'abord, c'est une maladie extrêmement rare, vous l'avez vu, hein, très peu de patients décrits. Les clones... Bon, ben, j'ai fait une bêtise, bon, c'est pas grave. Les clones HPN, c'est pas grave, je vais le retrouver. Hop, et puis... voilà. Voilà. Donc les clones sont plus petits, l'incidence des formes aplasiques, donc des formes cytopéniques, sont beaucoup plus importantes. L'hémolyse existe, mais on a des signes biologiques d'hémolyse, mais elle est moins sévère et elle est moins présente cliniquement. Il y a moins d'accidents thrombotiques, même s'ils existent et même s'ils peuvent être graves, et donc il faut s'en méfier, mais néanmoins il y en a une incidence bien moindre que celle chez l'adulte, et qu'évidemment, étant donné qu'il s'agit de petites séries, de petites cohortes et de médicaments qui sont relativement récents, on n'a pas grand-chose à dire précisément sur l'efficacité et le suivi au long cours des médicaments tels qu'ils sont utilisés chez l'adulte, même si bien sûr les choses vont avec le temps s'améliorer. Voilà. Alors on a le temps pour 2-3 questions sur la pédiatrie. Il y a une enfant dans la salle, 2 enfants dans la salle. Mais il y a peut-être beaucoup de papas et de mamans. Là, s'il vous plaît, devant. Moi, c'était pour savoir, parce que là, du coup, j'ai 17 ans, je vais avoir 18 ans après. Donc, jusque-là, on est bon. Il m'a battu. Hein.
Et donc en fait, c'était pour savoir, parce que là on a vu que pour les enfants, il y avait des formes qui étaient moins sévères. Est-ce qu'il faut que je m'attende à, du coup, à l'âge adulte, qu'il y ait des plus grosses conséquences, qu'il y ait des choses plus sévères qui apparaissent? Tu veux répondre? Non, en fait, c'est quand on prend un groupe de patients et qu'on regarde. Mais quand on reprend un patient individuel, souvent les choses sont les mêmes quand on passe de 17 à 19. Il n'y a rien qui se passe dans la nuit du passage de 17 à 18. Je voulais juste rassurer les gens qui vont être majeurs bientôt. Voilà. Non, c'est par patient. Là, c'est parce qu'on met par groupe pour comparer ce qui se passe. C'est tout. Oui, alors juste une chose qui est importante, c'est vrai, c'est que là, on parle, dans la salle, on parle de personnes qui ont une HPN et qui ont donc une aplasie possiblement. Cette aplasie, elle est immunologique, c'est-à-dire qu'elle est liée, comme vous l'a expliqué Aude, à vos lymphocytes qui à un moment se dérèglent et se mettent à attaquer la moelle. Il faut bien différencier ça de l'aplasie toxique. L'aplasie toxique, c'est Hiroshima, c'est Fukushima, c'est des gens qui sont exposés brutalement à une dose de rayons ou de chimiothérapie. Quand il y a une chimiothérapie dans le cancer du sein, les globules blancs baissent, forcément, c'est toxique pour la moelle. Si vous êtes exposé à une irradiation très importante de manière brutale, votre moelle est détruite. Mais là, ça n'a rien à voir. Là, on n'est pas dans ce domaine-là. Et très honnêtement, là, en France, ça n'existe pas, ou plus. C'est les causes toxiques d'aplasie médulaire, nous on les voit plus. Donc voilà, donc je voulais juste vraiment bien classifier les choses pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Là on parle nous d'aplasie immunologique, de traitement immunosuppresseur, de remplacer par une greffe quand il n'y a plus de moelle, la relation avec l'HPN, mais on n'est pas du tout dans le toxique là, pour que les choses soient très claires. Voilà, merci beaucoup Claire.